tempête de neige. Récit de feu Ivan Petrovitch Bielkin. Galopant entre les talus blancs, les chevaux foulent la neige profonde. À l'écart, voici qu'apparaît une chapelle solitaire. Soudain, la bourrasque s'élève. La neige tombe en flocons épais. Au-dessus du traîneau, le corbeau tournoie et fait siffler son aile. Sa voix augurale prédit le malheur. Les chevaux, que talonne l'angoisse, scrutent des yeux le lointain noir, et leurs crinières se hérissent. Joukovski. À la fin de l'année 1811, époque mémorable pour nous, vivait sur sa terre de Nenarodovo le bon Gavril Gavrilovitch. Son hospitalité et sa bonhomie étaient célèbres dans le pays. Ses voisins venaient souvent chez lui, les uns pour manger, boire, faire une partie de Boston à 5 kopecks avec sa femme Praskovia Petrovna. D'autres pour contempler Maria Gavrilovna, leur fille. Cette svelte et pâle demoiselle de 17 ans passait pour un riche parti, et nombreux étaient ceux qui songeaient à elle, soit pour eux-mêmes, soit pour leur fils. Maria Gavrilovna était nourrie de romans français et par conséquent amoureuse. L'objet aimé, un pauvre enseigne, passait alors le temps de son congé dans sa campagne. Il va sans dire que ce jeune homme brûlait également d'une grande passion pour Maria Gavrilovna. Mais les parents de la jeune fille, s'étant aperçus de cette inclination réciproque, accueillirent l'enseigne plus mal qu'un assesseur retraité et défendirent à leur fille de penser plus longtemps à lui. Nos amants s'écrivaient et de plus se retrouvaient tous les jours seuls dans un bosquet de pins auprès d'une vieille chapelle. C'est là qu'ils se juraient un amour éternel, se lamentaient contre leur sort et formaient maints projets. Correspondant ou conversant de la sorte, ils en vinrent, ce qui est bien naturel, au raisonnement suivant. Si nous ne pouvons respirer l'un sans l'autre, et si la volonté de parents cruels s'oppose à notre félicité, ne devons-nous pas passer outre ? Cette heureuse idée, comme de juste, vint d'abord à l'esprit du jeune homme et plus infiniment à l'imagination romanesque de Maria Gavrilovna. L'hiver mit fin au rendez-vous, mais la correspondance n'en devint que plus active. Vladimir Nikolaïevitch, dans chacune de ses lettres, suppliait Maria Gavrilovna de se confier à lui, de consentir à un mariage secret, puis à la fuite. Plus tard, après quelque temps de vie cachée, il reviendrait se jeter aux pieds des parents. Ceux-ci ne laisseraient pas d'être enfin touchés par tant d'héroïque constance et diraient sûrement aux amants infortunés, « Enfants, venez dans nos bras ». Maria Gavrilovna hésita longtemps. Quantité de projets d'évasion furent repoussés. En fin de compte, elle céda. On convint d'un jour où elle se retirerait sans souper dans sa chambre, prétextant un fort mal de tête. Sa servante était dans le complot. Toutes deux gagneraient le jardin par une porte dérobée. Là se trouverait un traîneau préparé où elle monterait pour se rendre à 5 verstes de Nenarodovo, dans le village de Jadrino, tout droit à l'église où Vladimir serait à les attendre. La veille du jour fatal, Maria Gavrilovna ne dormit point de toute la nuit. Elle fit ses paquets, emballa linge et vêtements, écrivit une longue lettre à son amie, une demoiselle sensible, et une autre à ses parents. Dans les termes les plus touchants, elle leur disait adieu, alléguait, en excuse à sa faute, l'irrésistible force de sa passion, et terminait en disant qu'elle considérait comme l'instant le plus heureux de sa vie celui où il lui serait permis de se jeter aux pieds de ses parents adorés.
Après avoir scellé les 2 lettres avec un cachet, sur lequel étaient gravés 2 cœurs enflammés avec une devise assortie, elle se jeta sur son lit et s'endormit à la pointe du jour. Mais des rêves effrayants la réveillaient à chaque instant. Tantôt il lui semblait qu'à la minute même où elle montait dans le traîneau pour aller se marier, son père l'arrêtait, la traînait dans la neige avec une frénésie douloureuse, puis la précipitait dans un gouffre sombre et sans fond. Tantôt elle tombait avec un indicible arrêt du cœur, tantôt elle voyait Vladimir étendu sur l'herbe, pâle et ensanglanté. En mourant, il la suppliait d'une voix stridente de hâter leur mariage. Les visions hideuses et insensées se succédaient ainsi l'une à l'autre. Elle se leva enfin, plus pâle que d'habitude, avec un mal de tête qui, cette fois, n'était pas fin. Ses parents remarquèrent son trouble. Leurs tendres prévenances et leurs incessantes questions... Qu'as-tu, Macha? N'es-tu pas malade, Macha? ...lui déchiraient le cœur. Elle s'efforçait de les rassurer, de paraître gaie, mais en vain. Le soir arriva. La pensée que ce jour était le dernier qu'elle avait à vivre au milieu de sa famille lui serrait le cœur. Elle se sentait à peine vivante. Elle disait secrètement adieu à toutes les personnes, à tous les objets qui l'entouraient. On servit le souper. Son cœur se mit à battre plus fort. Alors d'une voix tremblante, elle déclara qu'elle n'avait pas faim et prit congé de son père et de sa mère. Ceux-ci l'embrassèrent et lui donnèrent leur bénédiction comme de coutume. Macha faillit pleurer. Arrivée dans sa chambre, elle se laissa tomber dans un fauteuil et fondit en larmes. Sa servante fit de son mieux pour la calmer et lui redonner du courage. Tout était prêt. Dans une demi-heure, Macha devait dire adieu pour toujours à la maison paternelle, à sa chambre, à sa paisible existence de jeune fille. Au dehors, une tempête de neige. Le vent hurlait, les volets secoués claquaient. Partout menaces et tristes présages. Bientôt le silence se fit dans la maison. Tout s'endormit. Macha s'enveloppa d'un châle, puis revêtit une chaude capote, prit en main sa cassette et sortit par l'escalier dérobé. Sa servante la suivait, portant 2 paquets. Elles descendirent au jardin et le traversèrent à grand-peine. La bourrasque ne s'apaisait pas. Le vent soufflait comme pour arrêter la fuite de la jeune coupable. Un traîneau les attendait sur la route. Les chevaux transis de froid ne tenaient plus en place. Le cocher de Vladimir retenait leur impatience tout en battant la semelle. Il aida la jeune fille et la servante à s'installer et à ranger les paquets et la cassette, saisit les rênes et les chevaux partirent. Confiant la jeune fille aux soins du destin et aux ailes du cocher Terioshka. Et revenons à notre jeune amant. Vladimir avait employé sa journée à des démarches, d'abord auprès du prêtre de Jadrino, avec qui il ne s'entendit qu'à grand-peine, puis auprès des propriétaires du voisinage pour s'assurer de 3 témoins. Le premier auquel il s'était présenté, Dravin, cornette quadragénaire en retraite, avait volontiers consenti. Cette aventure, assurait-il, lui rappelait l'ancien temps et les frasques des hussards. Il avait insisté pour que Vladimir restât à dîner, lui certifiant que pour les 2 autres témoins, il les trouverait sans peine aucune. Et en effet, aussitôt après le dîner, vinrent en visite l'arpenteur Schmidt avec ses moustaches et ses éperons, et le fils du capitaine de district, jeune homme de 16 ans, incorporé depuis peu dans les Uhlans. Non seulement ils acceptèrent la proposition de Vladimir, mais encore lui jurèrent qu'ils étaient prêts à lui sacrifier leur vie. Vladimir les serra dans ses bras avec transport et retourna chez lui pour achever ses préparatifs.
Depuis longtemps déjà, le jour était tombé. Vladimir envoyait à Nenaradovo avec sa troïka son fidèle Terioshka chargé d'instructions détaillées, puis il fit atteler un petit traîneau à un cheval et seul, sans cocher, partit pour Jadrino. 2 heures après, Maria Gavrilna devait le rejoindre. Il connaissait la route. On n'en avait que pour une vingtaine de minutes. Mais Vladimir ne fut pas plus tôt dans la campagne que le vent commença à souffler, soulevant une telle tourmente de neige qu'on en était tout aveuglé. En un instant, le chemin fut recouvert. Les alentours disparurent dans une brume jaunâtre et trouble à travers laquelle tourbillonnaient les blancs flocons. Le ciel se confondit avec la terre. Vladimir se trouva dans un champ et s'efforça vainement de rejoindre la route. Le cheval avançait au hasard, montant sur les tas de neige, descendant dans les fossés, le traîneau versait à chaque instant. Vladimir s'évertuait à conserver la bonne direction. Plus d'une demi-heure s'était certainement écoulée et il n'avait pas encore atteint le bois de Jadrino. 10 minutes passèrent. On ne voyait toujours pas le bois. Vladimir traversait une plaine coupée de profonds ravins. La bourrasque ne se calmait pas, le ciel restait obscur. Le cheval peinait. Vladimir ruisselait de sueur, bien qu'à tout moment, il enfonça dans la neige jusqu'à mi-corps. Il dut se convaincre qu'il avançait dans une fausse direction. Il s'arrêta, rassembla ses souvenirs et se persuada qu'il devrait obliquer sur la droite. Son cheval n'en pouvait plus. Depuis plus d'1 heure qu'on était en route, Jadrino ne devait pas être loin. On peinait, et le champ ne finissait pas. Rien que des amoncellements de neige et des ravins, et le traîneau versait, et il le redressait encore. Le temps passait. L'inquiétude s'empara de Vladimir. Enfin, au loin se profila quelque chose. Il se dirigea de ce côté. En s'approchant, il vit que c'était un bois. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Nous voici maintenant tout près. Il longea la lisière dans l'espoir de retrouver tout de suite le chemin connu ou de contourner le bois. Le village de Jadrino devait se trouver immédiatement derrière. Bientôt, Vladimir découvrit une route qui s'enfonçait dans l'ombre des arbres dénudés par l'hiver. Ici, l'on était à l'abri du vent. Le chemin était lisse. Le cheval reprit courage et Vladimir se tranquillisa. Ils avancèrent et avancèrent, mais on ne voyait pas Jadrino. Le bois n'en finissait pas. Vladimir comprit avec terreur qu'il s'était fourvoyé dans une forêt inconnue. Le désespoir alors l'envahit. Il frappa son cheval. La pauvre bête prit le trot, puis, exténué, se remit au pas au bout d'1 quart d'heure, en dépit des efforts de l'infortuné Vladimir. Pourtant, enfin, les arbres s'espacèrent. La forêt cessa, mais on ne voyait toujours pas Jadrino. Des larmes jaillirent de ses yeux. Il devait être près de minuit. Alors Vladimir reprit la route au hasard. La tempête s'apaisa. Les nuages se dissipèrent. Devant lui, d'immenses ondes blanches s'étendaient. La nuit se fit assez claire. Il vit tout près un petit hameau de 4 ou 5 chaumières. Vladimir s'y rendit. Devant la première chaumière, il sauta du traîneau, courut à la fenêtre et se mit à frapper. Au bout de quelques minutes, le volet de bois se souleva et un vieillard sortit sa barbe blanche. Que veux-tu? Est-ce que Jadrino est loin? Si Jadrino est loin? Oui, est-ce loin? Non, pas très loin. 10 de verstes d'ici. À cette réponse, Vladimir s'arracha les cheveux puis demeura immobile comme un homme condamné à mort. Et d'où viens-tu? Peux-tu, vieil homme, me procurer des chevaux pour Jadrino? Des chevaux? Quels chevaux veux-tu que nous ayons? Peux-tu du moins me procurer un guide? Je le paierai ce qu'il voudra. Attends, je vais t'envoyer mon fils, il te conduira. Vladimir attendait. Au bout d'1 minute à peine, il frappa de nouveau. Le volet se souleva, la barbe réapparut. Que veux-tu? Eh bien, ton fils! Il va venir tout de suite, il se chausse. Si tu as froid, entre te chauffer. Merci. Envoie vite ton fils. La porte grinça.
un gars sortit qui tenait un gourdin. Il prit les devants, tantôt indiquant, tantôt cherchant le chemin enseveli sous la neige. « Quelle heure est-il » lui demanda Vladimir. « Il va bientôt faire jour » répondit le jeune paysan. Vladimir ne dit plus un mot. Les coqs chantaient et il faisait déjà clair lorsqu'ils arrivèrent à Jadrino. L'église était fermée. Vladimir paya le guide et alla chez le prêtre. La troïka n'était pas dans la cour. Qu'allait-il apprendre? Mais retournons chez nos bons propriétaires de Nenaradovo et voyons ce qui s'était passé chez eux. Il ne s'était rien passé du tout. Les vieux parents se levèrent et entrèrent au salon comme à l'ordinaire. Gavrila Gavrilovitch, en bonnet de nuit et veston de flanelle, Praskovia Petrovna en robe de chambre ouatée. On apporta le samovar et Gavrila Gavrilovitch envoya une servante demander à Maria Gavrilovna si elle avait passé une bonne nuit et comment elle allait ce matin. La servante revint, annonçant que mademoiselle avait mal dormi, mais que maintenant elle se sentait mieux et qu'elle allait descendre tout de suite. En effet, la porte s'ouvrit et Maria Gavrilovna vint souhaiter le bonjour à son père et à sa mère. « Comment va ta tête, Masha ?» demanda Gavrila Gavrilovitch. « Bien mieux, papa. »« Ta cheminée a dû fumer hier. »« Cela se peut, petite mère. » La journée se passa comme de coutume, mais dans la nuit, Masha tomba malade. On envoya à la ville quérir un médecin. Celui-ci arriva vers le soir et trouva la jeune fille dans le délire. Une fièvre chaude s'était déclarée et la pauvre Masha, durant 2 semaines, fut au bord de la tombe. Personne dans la maison ne savait rien de la fuite. Les lettres écrites la veille avaient été brûlées. La femme de chambre ne dit rien à personne, redoutant le courroux des maîtres. Le prêtre, le cornette retraité, l'arpenteur moustachu et le petit Hulan furent discrets et pour cause. Quant au cocher Terioshka, il ne disait jamais rien de trop, même lorsqu'il était ivre. Ainsi le secret fut gardé par plus d'une demi-douzaine de complices. Mais Maria Gavrilovna, dans son continuel délire, se trahissait elle-même. Toutefois, ses paroles étaient à tel point incohérentes que sa mère, qui ne quittait pas son chevet, put seulement comprendre que Masha aimait à en mourir Vladimir Nikolaïevitch, et que probablement cet amour était la cause de sa maladie. Elle délibéra avec son mari et quelques voisins, et tous, enfin, d'un commun accord, décidèrent que tel était évidemment le lot de Maria Gavrilovna, que nul n'évite celui que la destinée nous envoie, que pauvreté n'est pas vice, que ce n'est pas la richesse qui fait le bonheur, mais bien de vivre avec celui qu'on aime, et ainsi de suite. Les proverbes sont particulièrement utiles dans les cas où, de nous-mêmes, nous ne trouvons pas grand-chose pour nous justifier. Cependant, la jeune fille commençait à se remettre. Depuis longtemps, on ne voyait plus Vladimir dans la maison de Gavrila Gavrilovitch. Il craignait l'accueil coutumier. On décida de l'envoyer chercher en lui annonçant cette nouvelle qui devait l'emplir de joie. Les parents consentaient au mariage. Mais quel ne fut pas l'étonnement des hôtes de Nenaradovo lorsqu'en réponse à leur invitation, ils reçurent de Vladimir une lettre à peine intelligible. Il leur déclara qu'il ne remettrait jamais les pieds dans leur maison et les priait d'oublier un malheureux dont la mort restait l'unique espérance. Quelques jours plus tard, ils apprirent que Vladimir était parti pour l'armée. C'était en 1812. Pendant longtemps, on n'osa pas parler de cela devant Masha, convalescente. Elle-même ne faisait jamais allusion à Vladimir. Quelques mois plus tard,
il lui arriva de lire son nom parmi ceux des combattants qui s'étaient distingués et avaient été grièvement blessés à Borodino. Elle s'évanouit et l'on craignit une nouvelle attaque de fièvre chaude. Mais grâce à Dieu, cet évanouissement n'eut pas de suite. De nouveau, le malheur la frappa. Gavrila Gavrilovitch mourut, la laissant héritière de ses biens. Cet héritage ne la consola point. Elle partageait sincèrement le chagrin de la pauvre Praskovia Petrovna et jura de ne jamais se séparer d'elle. Toutes deux quittèrent Nenarodovo, lieu de tristes souvenirs, et s'en allèrent vivre à la campagne. Là aussi, les prétendants s'empressèrent autour de la charmante et riche fiancée. Mais elle ne donnait à aucun d'eux le moindre espoir. Parfois, sa mère la poussait à faire choix d'un ami de cœur. Maria Gavrilovna secouait la tête et demeurait pensive. Vladimir n'existait plus. Il était mort à Moscou la veille de l'entrée des Français dans la ville. Son souvenir semblait sacré pour Masha. Du moins avait-elle conservé tout ce qui pouvait le lui rappeler. Des livres qu'il avait lus autrefois, ses dessins, la musique et les vers qu'il avait copiés pour elle. Les voisins, au courant de tout, s'étonnaient de sa constance et attendaient avec curiosité la venue du héros devant qui céderait enfin la triste fidélité de cette virginale Artémise. La guerre s'acheva glorieusement. Le régiment revenait de l'étranger. Le peuple courait à leur rencontre. La musique jouait les chansons des pays conquis. Vive Henri IV, des valses tyroliennes et des airs de Joconde. Les officiers partis pour la campagne presque adolescents revenaient mûris dans l'air des batailles et couverts de décorations. Les soldats conversaient gaiement et mêlaient dans leurs phrases des mots allemands ou français. Époque inoubliable, tant de gloire et d'enthousiasme. Avec quelle force le mot patrie faisait battre un cœur russe. Combien douces étaient les larmes du revoir. En chacun de nous, le sentiment de la fierté nationale et l'amour pour le tsar se fondaient. Quant au tsar lui-même, quels instants il vivait. Les femmes russes étaient alors incomparables. Leur froideur habituelle cédait et avec un enthousiasme enivré, elles criaient « Hurrah !» devant l'arrivée des vainqueurs. Est-il un officier d'alors qui ne reconnaîtrait avoir reçu de la femme russe sa meilleure et sa plus précieuse récompense? En ce temps glorieux, Maria Gavrilovna, retirée avec sa mère, ne pouvait se figurer comment les deux capitales fêtaient le retour des armées. Mais en province et dans les villages, l'enthousiasme était peut-être plus grand encore. L'apparition d'un officier était l'occasion d'un véritable triomphe, et le galant en habit civil faisait piètre figure. Nous avons dit déjà qu'en dépit de sa froideur, Maria Gavrilovna était, tout comme autrefois, entourée de prétendants. Mais tous durent se retirer lorsque dans son château,
parut Bourmine, colonel de hussards, blessé, la croix de Saint-Georges à la boutonnière, et avec une intéressante pâleur, comme disaient en ce temps les demoiselles. Il avait environ 26 ans. Il était venu en congé dans ces terres, toutes proches du village de Maria Gavrilovna. Elle le distingua tout particulièrement. En sa présence, son habituelle mélancolie s'animait. Bourmine était évidemment un très aimable jeune homme. Il avait le genre d'esprit qui plaît aux femmes, un esprit fait de décence et d'observation, plein de raillerie insouciante et sans prétention aucune. Ses manières en face de Maria Gavrilovna étaient simples et libres, mais son âme et son regard suivaient sans cesse tous ses propos et tous ses gestes. Il paraissait d'un caractère doux et modeste, mais on disait qu'autrefois il avait été très dissipé. Cela ne lui nuisait guère dans l'opinion de Maria Gavrilovna, qui, comme toutes les jeunes dames en général, excusait bien volontiers les fraudaines qui témoignaient de la hardiesse et de l'ardeur d'un caractère. Mais plus que tout, plus que sa tendresse, plus que son agréable conversation, plus que l'intéressante pâleur, plus que son bras en écharpe, le silence du jeune hussard excitait sa curiosité et son imagination. Elle était bien forcée de reconnaître qu'elle lui plaisait. De son côté, avec son esprit et son expérience, il avait dû remarquer qu'il avait été distingué par elle. Comment n'était-il pas encore à ses pieds? Comment n'avait-elle point encore entendu sa déclaration? Qu'est-ce qui le retenait? Est-ce timidité inséparable d'un véritable amour, fierté, ou coquetterie d'un astucieux séducteur? Voilà qui restait une énigme pour elle. Après mûre réflexion, c'est sur le compte de la timidité qu'elle mit l'excessive réserve du jeune homme. Elle décida donc de l'encourager en lui marquant plus d'attention et même, si les circonstances le lui permettaient, de la tendresse. Elle aspirait à un dénouement fatidique et attendait avec impatience la minute de la déclaration romanesque. Un secret de quelque nature qu'il soit pèse toujours au cœur des femmes. Ces stratagèmes eurent le succès désiré. Du moins Bourmine tomba dans une telle mélancolie et ses yeux noirs se posaient avec une telle flamme sur Maria Gavrilovna que la minute décisive semblait proche. Les voisins parlaient de ce mariage comme d'une chose faite, et la bonne Praskovia Petrovna se réjouissait de ce que sa fille eût enfin trouvé un fiancé digne d'elle. La vieille dame, un jour, était assise seule dans le salon, occupée à une grande patience, lorsque Bourmine entra et s'enquit aussitôt de Maria Gavrilovna. Elle est au jardin. Allez la rejoindre, je vous attends ici. Bourmine sortit de la pièce, la vieille dame fit un signe de croix et pensa... Espérons que nous verrons aujourd'hui la fin de cette affaire. Bourmine trouva Maria Gavrilovna près de l'étang sous un saule. Elle avait un livre à la main et était vêtue d'une robe blanche en véritable héroïne de roman. Après les premières phrases, Maria Gavrilovna laissa tomber la conversation à dessein. Leur trouble s'en accrut, que seule une explication soudaine et décisive pouvait dissiper. C'est ce qui arriva. Bourmine, conscient de l'équivoque de sa situation, déclara qu'il cherchait depuis longtemps l'occasion d'ouvrir son cœur et demanda une minute d'attention. Maria Gavrilovna ferma son livre et baissa les yeux en signe d'acquiescement. Je vous aime passionnément. Maria Gavrilovna rougit et courba la tête un peu plus. J'ai agi bien imprudemment en me laissant aller à cette douce habitude de vous voir et de vous entendre chaque jour. Maria Gavrilovna se rappela la première lettre de Saint-Preux. Je ne peux plus lutter contre ma destinée. Votre souvenir,
Votre douce et incomparable image feront désormais le supplice à la fois et la consolation de ma vie. Mais il me reste à accomplir un pénible devoir, à vous révéler le terrible secret qui met entre nous une infranchissable barrière. Cette barrière a toujours existé. Je n'aurais jamais pu être votre femme. Je sais. Je sais que vous avez aimé jadis, mais la mort et 3 années de lamentation. Bonne, chère Maria Gavrilovna, ne m'enlevez pas ma suprême consolation, la pensée que vous auriez consenti à faire mon bonheur si... Taisez-vous, pour l'amour du Seigneur. Taisez-vous, vous me torturez. Oui, je sais. Je sens que vous auriez été mienne. Mais je suis le plus malheureux des êtres. Je suis marié. Maria Gavrilovna le regarda avec étonnement. Je suis marié. Marié depuis 4 ans. Et j'ignore qui est ma femme. Je ne sais ni où elle est, ni si jamais je dois la revoir. Que dites-vous? Comme c'est étrange. Continuez, je raconterai ensuite. Mais continuez de grâce. Au commencement de l'année 1812, je me rendais en hâte à Vilna, où se trouvait notre régiment. Arrivé à un relais, tard dans la soirée, j'allais ordonner d'atteler au plus vite lorsque soudain s'éleva une terrible tourmente de neige. Le maître de poste et les postillons me conseillaient d'attendre. Je suivis leurs conseils, mais une inexplicable inquiétude m'envahit. On eût dit que quelqu'un me poussait. Cependant, la bourrasque ne se calmait pas. Je ne tenais pas en place. J'ordonnai de nouveau d'atteler et partis au plus fort de la tempête. Le postillon eut l'idée de longer la rivière, ce qui devait nous faire gagner 3 verstes. Les rives étaient couvertes de neige. Le postillon dépassa l'endroit où l'on rejoignait la route, de sorte que nous nous trouvâmes dans un pays inconnu. La tempête ne s'apaisait point. J'aperçus une lueur et ordonnai de nous diriger de ce côté. Nous atteignîmes un village. Dans l'église de bois, il y avait de la lumière. L'église était ouverte. Plusieurs traîneaux se trouvaient derrière l'enceinte. Des gens circulaient sur le parvis. « Par ici, par ici !» crièrent plusieurs voix. Je dis au postillon d'approcher. « Où t'es-tu donc attardé ?» me dit quelqu'un. « La fiancée est évanouie. Le pope ne sait que faire. Nous étions sur le point de nous en retourner. Entre donc vite !» Sans rien dire, je sautai hors du traîneau et pénétrai dans l'église, faiblement éclairée par 2 ou 3 cierges. Une jeune fille était assise sur un banc dans un coin sombre de l'église. Une autre lui frottait les tempes. « Dieu soit loué, dit celle-ci. Enfin vous voilà. Pour un peu, vous auriez fait mourir mademoiselle. » Le vieux prêtre s'avança vers moi et me demanda « Désirez-vous que je commence ?»« Commencez, commencez, mon père. » répondis-je étourdiment. On souleva la jeune fille. Elle me parut assez belle. Incompréhensible, impardonnable légèreté. Je me mis à côté d'elle, près du lutrin. Le prêtre se hâtait, 3 hommes et la servante soutenaient la jeune fille et ne s'occupaient que d'elle. On nous maria. « Embrassez-vous, nous dit-on. » Ma femme tourna vers moi son visage pâle. J'allais l'embrasser. « Ah, ce n'est pas lui! Ce n'est pas lui !» s'écria-t-elle et elle retomba évanouie. Les témoins jetèrent sur moi des regards effarés. Je fis volte-face et sortis de l'église sans que personne cherchât à me retenir, me jeter dans le traîneau et crier « Filons !» Grand Dieu! Et vous ne savez pas ce qu'il advint de votre pauvre femme? Je l'ignore. J'ignore le nom du village où je me suis marié. Je ne me souviens pas de quel relais j'étais parti. En ce temps, j'attachais si peu d'importance à ma criminelle plaisanterie qu'à peine eus-je quitté l'église, je m'endormis et ne me réveillai que le lendemain matin, 3 relais plus loin. Le domestique qui était alors avec moi est mort pendant la campagne, de sorte que je n'ai même pas l'espoir de retrouver jamais celle à qui j'ai joué un tour si cruel et qui aujourd'hui se trouve si bien vengée. Mon Dieu! Mon Dieu, c'était donc vous? Et vous ne me reconnaissez pas? Bourmine pâlit et se jeta à ses pieds.
ce cher Pouchkine. Qui n'a pas rêvé de le rencontrer? Qui ne pense pas à lui dans les moments difficiles? Combien de chanteurs, combien de poètes n'a-t-il pas inspiré? Écoutons maintenant, si vous voulez, le chanteur Bulat Akutjava, qui lui imagine qu'il le rencontre tout simplement dans les rues de Moscou, aux portes Nikita. Il dit que c'est dommage tout de même de dresser des piédestaux et de vivre le progrès de cette manière. On ne peut pas revenir au passé, il n'y a pas de quoi pleurer. Chaque époque a ses charmes. Et pourtant, comme c'est dommage de ne pas pouvoir faire un tour avec Pouchkine, d'aller avec lui chez les tziganes. Et un jour, près de la porte Nikita, un fiacre est là, et je vois Alexandre Sergueïevitch qui me fait signe. Alors, allons nous promener aujourd'hui, il se passera sans doute quelque chose. Былое нельзя воротить и печалиться нечем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улице мыкаться ощупью. Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели, надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Écoutons maintenant une autre chanson. Cette fois, c'est Jeanne Bitchevskaya qui la chante dans un arrangement moderne, mais elle a repris une chanson traditionnelle du folklore cosaque. C'est une complainte qui raconte le songe de Stenka Razin. C'était un cosaque révolté contre le tsar, et Pouchkine s'est beaucoup intéressé à cette figure, celle de Pougatchov, celle des révoltés paysans. Stenka Razin a eu un songe funèbre. Il le fait analyser par un devin qui lui prédit sa mort. Son cheval a trop piaffé sous lui, il va perdre sa tête bouillante.
Мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось. Мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось. Мне во сне привиделось, будто конь мой вороной разыгралась, расплясалась, разрезвилась подо мной. Ой, налетели ветры злые, да с восточной стороны, и сорвали черную шапку с моей буйной головы. Ох, ай, Саул догадлив был, он сумел сон мой разгадать. Ой, пропадет, он говорил, твоя буйная голова. Ой, пропадет, он говорил, твоя буйная голова. Небо, ночь мутна. Еду, через поле, колокольчик, динь-динь-динь. Les nuages fuient en foule sous la lune qui s'enfuit. Les nuages fument et roulent, trouble ciel et trouble nuit. Mon traîneau bondit et plonge. Les grelots résonnent clairs, que de leurre, que de songe, dans la plaine qui se perd. Va toujours cocher. Baline. Choses vont de mal en pis, la bourrasque m'enfarine, mes deux yeux et mes esprits. Ni lumière, ni demeure, en aveugle nous errons. C'est le diable qui nous leurre et nous fait tourner en rond. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. 1830 toujours. Le poème qu'on entend, Les démons, a été écrit par Pouchkine la même année que le récit La tempête de neige. Nous avons eu la face claire de Pouchkine, avec son récit en prose. Optimisme social, légèreté, insouciance. Et dans le même moment, voici la face sombre. La tempête de neige n'est pas seulement un phénomène de la nature russe, c'est aussi le pressentiment d'un destin personnel et national, où les forces du mal sont prêtes à se déchaîner, à nous égarer, à nous entraîner vers l'abîme. On songe évidemment au roman de Dostoïevski, Les démons, qu'on a traduit en français, Les possédés. Avec Pouchkine, tout est en place. Теперь во враг толкает одичалого коня. Там верстою небывалой он стоял передо мной, там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Сил нам нет, кружится доля. Колокольчик вдруг умолк, кони стали. Что там в поле? Кто их знает? Пень или волк?
Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят. Вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Кони снова понеслися, колокольчик динь-динь-динь. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин. Бесконечный, безобразный, в мутной месяце игре закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьмуль замуж выдают? Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна, sous la lune qui s'enfuit, бес les nuages fuient et roulent, troublent le ciel et troublent nuit. Survolant la blanche plaine, veillent, hurlent les mains, de leur plainte surhumaine, déchirant le cœur humain. Dix nouvelles de Russie, choisies et présentées par Annie Eppelboin. Aujourd'hui, La tempête de neige d'Alexandre Pouchkine, avec Michel Vitold et Laurence Mercier, Claude Boucherie, Jean-Gabriel Nordman, Robert Ben-Simon, Camille Le Foll. Traduction André Gide et Jacques Cheffrin. Groupe de réalisation Nathalie Fadot, Maurice Biard, Roxane Legrain, Jacques Taroni.